Alors, en quelques mots, moi je m'appelle Serge Rosenzweig, je suis avocat au barreau de Paris et au barreau de New York, et j'ai fondé un cabinet avocat dédié à l'accompagnement de startups et d'entrepreneurs. On est basé à Paris et on a 3 départements, un département droit du travail, un département propriété intellectuelle, data, contrat, c'est toujours les mêmes personnes qui font ça, et un département corporate qui s'occupe de tout ce qui a trait au capital de la société, notamment les levées de fonds, les pactes d'associés, les entrées, les sorties d'associés. Et ça, c'est mon département, donc j'ai le plaisir aujourd'hui de parler de ces sujets-là. Je vais vous poser des questions. Première question, très très importante, s'il vous plaît, mettez-nous un petit oui, up, smiley, ce que vous voulez, point d'exclamation dans le chat, si vous êtes entrepreneur à titre personnel. Déjà aujourd'hui, à l'heure à laquelle on se parle. Hein. Qui est entrepreneur? Ouais, Oui. plusieurs fois pour Sylvain. En devenir? Oui, on a pas mal d'entrepreneurs. Alors, qui parmi les entrepreneurs est basé, on va dire, plutôt près de Lille? Est-ce qu'il y en a qui sont vers Lille? Oui, Arnold, ok. Ariane, ok, ok. Très bien. Et alors, est-ce qu'il y en a qui sont vers Paris maintenant? Ah, on a un peu plus de Parisiens. Ok, oh là, oh là là. Très bien, continue, continue. Super. Et alors, est-ce qu'il y en a qui sont dans le sud, vers Nice, par exemple, là où l'EDEC a aussi une présence? Ou autre part, allez, on va ouvrir à la France entière. J'aurais aimé, bah nous aussi. Bordeaux, ok, impeccable. Il y a un vrai écosystème à Bordeaux. Tout à fait. Bon, bah, très bien. Sud à Aix, ok, bah voilà, on a le sud qui est aussi ici. En Suisse, eh ben, la Suisse, bienvenue aussi. De toute façon, vous allez voir ce dont on va parler aujourd'hui, c'est en fait des choses qu'on a en fait pas vraiment inventées en France. C'est des choses qu'on a inventées bien loin. Je vous laisse imaginer où. En Californie, hein, c'est dans la Silicon Valley. C'est comme ça qu'on structure les startups depuis très longtemps là-bas. Et on va dire qu'en France, comme dans le reste du monde, on s'est fortement inspiré de ces pratiques. Donc, ce dont on va discuter ici est aussi valable à l'étranger en général et surtout en Suisse, j'en doute pas. Dernière question, et puis après je me lance. Qui parmi vous a déjà levé des fonds ou souhaite lever des fonds? Souhaite, ok. D'accord, donc il y en a pas mal qui souhaitent, donc très bien, je vais essayer d'orienter vers ça. Ok, super, super, super. Très bien. Pré-product, pas d'actualité pour l'instant. Du coup, ok. Alors du coup, je me permets la vraie dernière question, puisque il y en a une qui m'invite à poser cette question-là. Parmi vous, donc, qui n'avez pas encore levé des fonds, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ou souhaiteraient faire un pacte d'associés, mais du coup entre founders, uniquement entre founders, pas avec des investisseurs, du coup? Ah, donc ça vous intéresse. Ok, bah d'accord, très bien. C'est clair, je vais parler de ce sujet-là aussi. Ok, ok, très clair. Alors je crois que Sarah a une question. Alors je ne sais pas si c'est juste soit une manipulation, soit une question. Je ne sais pas ce que tu Alors, en penses, Juliette. apparemment, elle a annulé sa demande, donc Elle a je annulé. t'invite à poursuivre. Et puis, si ça Ok, se produit, elle peut je comprends. vraiment, si vous souhaitez prendre la parole, envoyez-moi un message direct dans le chat, à moi individuellement. Comme ça, voilà, on pourra gérer ça au mieux. Je recoupe Ok, mon micro, c'est à toi. merci beaucoup. Je vous propose qu'on oriente notre discussion en deux grandes parties. C'est un peu les deux grandes parties bah aussi du titre de l'intervention, et puis c'est les deux grandes parties que j'ai vues confirmer au regard de vos réponses. La première partie, c'est comment vous pouvez vous rédiger un pacte d'associés entre vous, entre founders. Donc on est avant la levée, peut-être qu'on va faire une levée, peut-être qu'on n'en fera pas. En tout cas, on s'occupe de l'actualité d'aujourd'hui, vraiment. Voilà, le 4 mai 2020, est-ce que c'est une bonne idée de faire un pacte d'associés entre nous, juste entre nous, hein, on n'a pas encore d'investisseurs, et comment est-ce qu'on fait pour en faire un bien? Deuxième partie qu'on pourra voir ensemble, c'est comment je lève des fonds. Comment je lève des fonds et comment j'en lève bien, et surtout comment j'en lève bien dans cette période un peu troublée qui risque de durer. Est-ce que ça vous va? Si ça vous va à peu près, faites un petit oui ou c'est voilà. Bon, ben, très bien. Ok, ok, impeccable. Euh,
évidemment, le but c'est que ce soit le plus interactif possible. Et donc merci à chaque fois là quand vous mettez des petits messages, c'est super. Ça nous permet de penser qu'on est un peu tous ensemble. En tout cas, ça nous projette. Et donc évidemment, toutes questions que vous avez, vous nous les posez, vous nous interrompez. Si vous voulez qu'on aille de manière plus précise sur certains sujets, vous permettez aussi de nous le demander. En fait, enfin, moi je suis là pour vous aider. Et en général, les questions que vous avez servent aussi aux autres. Donc c'est super si vous en avez. On y va, le pacte d'associés entre associés fondateurs. Donc c'est quoi un pacte d'associés? Je vais recommencer par le B.A.B.A. Donc pour certains, ça va être des portes un peu ouvertes, mais vous allez voir que ça va être intéressant. Le pacte d'associés, déjà, c'est très différent des statuts pour ceux pour qui c'était pas hyper clair. Les statuts, hein, si vous avez tous constitué votre société ou vous allez demain créer une société, c'est the document, hein, the document juridique qui permet de créer une société. Donc avec les statuts, vous allez au greffe ou vous les envoyez à des gens qui vont au greffe pour vous, puis vous pouvez immatriculer une société. Donc parmi vous, comme je sais qu'il y en a pas mal qui ont déjà créé des sociétés, dites-nous qui a déjà vu, voire signé des statuts d'une société dans toute votre vie. Ouais, donc on a des signataires de statuts signés. Voilà. Donc vous avez signé le statut, vous voyez ce que c'est. Ceux qui ne voient pas encore ce que c'est, sachez que c'est un doc avec des clauses les unes après les autres. C'est ce qui permet d'organiser une société. C'est un doc très basique, c'est un doc administratif qui est public et que moi je peux télécharger, n'importe qui peut télécharger sur le site des greffes. Ce document, c'est un document sur lequel il ne faut pas passer trop de temps ni trop d'argent. Donc j'espère que personne n'a vraiment payé pour avoir des statuts et que personne n'y a passé trop de temps. Si c'est le cas, bah, moi je vous recommande de mettre plutôt votre énergie dans autre chose. On va le voir, c'est le pacte d'associés. Le pacte d'associés, il ne faut pas le confondre avec les statuts. Le pacte d'associés, c'est un document optionnel. Les statuts, on a vu que c'était un document indispensable pour créer une société. Le pacte d'associés, c'est un document optionnel et c'est un document qui est privé. Donc, ce n'est pas un document que vous envoyez au greffe et qu'on doit filer quelque part. Ce n'est pas un document, du coup, quand on souhaite le modifier, le mettre à jour, parce que par exemple, il y aurait un nouvel associé, un nouveau founder qui nous rejoindrait, qu'on ne doit pas payer non plus les greffes pour le modifier. Bref, c'est un contrat privé, comme un contrat que vous pouvez avoir avec vos clients, vos fournisseurs. Vous avez aussi le droit d'avoir des contrats avec votre ou vos associés. Est-ce que déjà vous avez des questions sur ce que c'est que globalement ce pacte d'associés, juste dans l'architecture? Où est-ce qu'on le place? Maintenant, on va voir le contenu. Mais dans le contenant, est-ce que vous avez des questions ou je poursuis? Je poursuis. Donc le pacte d'associés, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans et pourquoi est-ce qu'il faut en faire un? Le pacte d'associés, c'est, on dit souvent, le contrat de mariage professionnel. Donc c'est ce qui vous permet d'organiser votre mariage avec votre associé, donc mariage professionnel. Et c'est un endroit où on va rentrer dans le détail du quotidien, un peu comme si dans un contrat de mariage, vous disiez qui nettoie les toilettes, qui fait les courses, qui fait le repassage, qui met combien d'argent sur le compte bancaire, vous voyez, toutes les choses du quotidien. Mais là, ça va être la même chose pour le pacte d'associés. Donc vous allez voir que c'est quelque chose de très personnel. Et du coup, reprendre le pacte d'associés du voisin, ça peut fonctionner. En général, on ne sera pas très éloigné du voisin parce qu'on est tous un peu pareil quand même. Mais ça n'a pas grand sens de le reprendre juste tel quel et de le signer. Parce que le pacte d'associés, le jour où vous le signez, vous faites ce contrat de mariage avec votre associé, vous allez rentrer dans le détail, c'est pas juste vous êtes marié, ça c'est juste le fait de s'associer, vous allez rentrer dans les détails comment on fonctionne entre associés. Eh bien, en fait, on va, dans la vraie vie, pas se faire de procès le jour où on ne respecte pas le pacte d'associés. Ça coûte trop cher, c'est trop long. Ça n'a pas de sens de se faire un procès dans une petite société ou dans une startup. En fait, on tue le projet dans lequel on a nous-mêmes un intérêt, donc on ne va pas le faire. Donc c'est pour ça que ce que je recommande toujours quand vous faites un pacte d'associés, c'est de vraiment vous dire les choses et d'aller au fond de votre raisonnement, quitte à ne pas le signer. En fait, je m'en fiche de le signer ou pas. Et donc vous voyez que reprendre le pacte d'un voisin, ça sert à rien parce que c'est pas ça qui m'intéresse, c'est pas le fait d'avoir un doc. Reprendre les statuts du voisin, les yeux fermés, why not? Parce qu'en fait, là, on cherche juste un doc envoyé au greffe. Le pacte d'associés, c'est vraiment l'inverse des statuts. C'est un document dans lequel il faut passer un peu de temps si on souhaite le faire. En gros, si vous le faites, faites-le bien. Et surtout, c'est un document personnalisé, à la différence des statuts. Dans le pacte d'associés, entre associés, est-ce que vous savez quelle est la clause la plus importante, la number one? Et vous pouvez, si vous voulez, raccrocher après cette clause-là, parce que si vous, c'est, on va dire, la clause la plus importante de tout ce qu'on va se dire dans le workshop.
Euh, la clause number one, cession des actions, c'est lié à ça, exactement. Revente, ça je vais peut-être les mettre. Alors il y a déjà, c'est une très bonne clause, ça sera peut-être la clause number two, hein, donc peut-être rester pour la clause number two. Bad liver, eh ben bravo Guillaume. Bah, si tu étais en direct, on t'aurait fait monter sur le stage et on t'aurait applaudi, mais c'est ça. Alors, à vous tous, tous et toutes, qui avez un associé ou qui un jour aurait un associé dans un projet, il vous faut une assurance indispensable contre l'échec projet assuré si vous n'avez rien mis en place comme assurance. Autrement dit, là, ce que je vais vous révéler, c'est un secret, connu par beaucoup de gens, mais voilà, c'est un secret qui vous permet de ne pas planter votre boîte s'il y a quelque chose qui arrive et on va voir ce quelque chose. C'est un peu comme quand vous prenez une assurance habitation après avoir acheté un appart. C'est hyper important. Il faudrait être fou pour s'endetter sur 20 ans et dire que le jour où il y a un incendie ou un dégât des eaux, que tout part en fumée. Bah là, c'est la même chose. Il faudrait être fou pour créer une aventure entrepreneuriale où on s'y met à plein temps et dire, bah tiens, s'il y a un truc qui arrive et je vais enfin vous dire ce qu'est ce truc, tout est, tout est fini. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un engagement d'implication des associés qui est sanctionné par le bad liver. Je vais expliquer. On va dire que avec Juliette, on est associés. On a créé une société de, on va dire d'incubation. Voilà, on crée un incubateur privé, Juliette et moi, d'incubation de start-up. Donc on est associés à 50-50. On va tous les deux travailler à plein temps dans la société. C'est notre projet, c'est notre métier, c'est notre vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe si demain je tombe malade et je ne souhaite plus, du coup, je ne peux plus travailler pour le projet? Autre question, qu'est-ce qui se passe si demain, finalement, je veux retourner à mes premiers amours et redevenir avocat pour start-up, mais uniquement avocat. Donc je ne veux pas participer à une société, un incubateur privé qui fait plein d'autres choses que du juridique, qui d'ailleurs peut-être ne fait pas du tout le juridique. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe si je dis à Juliette, bah, le projet c'est sans moi? Eh bien, si on n'a pas fait de pacte d'associé, je garde mes 50% d'actions. Donc du coup, petite question pour Juliette, que je te prends un peu à partie. Est-ce que tu es contente que je garde mes 50% d'actions alors que je fais même plus partie du projet? Et que toi, tu vas par contre travailler jour et nuit dessus, et que moi, je peux faire autre chose, voire gagner de l'argent avec un autre métier que je reprends. Donc, du coup, il ne te reste que les avantages de C'est l'entreprise et pas ça, les voilà. désavantages. Donc c'est sympa. Entrepreneur pirate, voilà. Donc, si vous voulez pas que votre associé soit un entrepreneur pirate, restez encore avec moi, avec nous. Pourquoi c'est important de pas avoir d'avoir un engagement d'implication et de faire en sorte qu'il y a quelque chose qui se passe si votre co-founder, votre associé part, que ce soit volontaire parce qu'il s'entend plus avec vous, parce qu'il veut faire autre chose, ou involontaire, un problème de santé, où il doit aller vivre au Japon, il doit aller vivre bien loin, et en fait ça n'a plus de sens qu'il continue le projet. Et c'est pour des bonnes raisons qu'il part. Eh bien, euh, cet engagement, pardon, si je pars, que ce soit pour une bonne ou une mauvaise raison, et que je garde mes actions, j'ai tué le projet. J'ai tué le projet de deux manières. J'ai tué le projet de la première manière, parce que pour Juliette, c'est insupportable de travailler jour et nuit pour quelqu'un qui en fait ne fait plus partie du projet, quelle que soit la cause de son départ, hein, imaginons même une raison de santé, mais après, voilà, ça reste quand même impossible. Deuxième chose, si vous pensiez un jour faire une levée de fonds avec ce qu'on appelle du capital dormant, ça veut dire une partie du capital qui est détenue par quelqu'un qui ne justifie pas de sa détention du capital parce qu'il a mis beaucoup d'argent, donc par quelqu'un qui n'est pas investisseur. Donc si on a du capital dormant, c'est ce qu'on a quand on a un co-founder qui part et voilà, il y a juste des actions qui sont détenues par quelqu'un qui ne sert plus à rien. Et bien là, vous êtes un repoussoir pour tout investisseur. Donc il n'y a plus un seul investisseur qui va mettre un centime d'euro dans votre projet. Et donc pour une startup, c'est quand même ballot d'être infinançable et ingérable parce que pour le co-associé, dans tous les cas, même si on n'avait pas envie de faire de levée de fonds, c'est un enfer. Et donc, chers amis, mesdames, messieurs, euh, je vous en supplie, si vous décidez de faire un pacte de l'associé, ce qui est, je pense, une bonne idée quand on met beaucoup d'énergie et beaucoup de temps dans une aventure entrepreneuriale, faites attention à que l'engagement d'implication, on dit je vais travailler à plein temps dans la société tant que j'ai des actions, je vais travailler à plein temps dans la société pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, on écrit ce qu'on veut, il existe. En droit, quand on pose une règle, il faut toujours se poser la question de la sanction. Et donc c'est là où on va parler du bad liver. Le bad liver, c'est la sanction
au non-respect de cet engagement d'implication. Concrètement, on va dire, si je pars de la société, je dois te revendre toutes mes actions, et là, on va mettre un prix. Un système qu'on peut inventer avec Juliette dans ma startup, que vous pouvez faire dans votre startup, c'est que Juliette et moi, on va dire qu'on va travailler à plein temps dans la société pendant 5 ans. Et que si je pars pendant les 5 ans, je vais devoir lui revendre toutes mes actions, ça c'est sûr, mais à un prix différent selon le moment auquel je pars. Si je pars dans les 3 ans, je peux imaginer de dire que du coup j'ai fait 3/5 de mon temps, puisque j'ai fait 3 ans sur les 5 ans sur lesquels je m'étais engagé à travailler, et du coup, je revends à Juliette 3/5 de mes actions à la valeur de marché, parce qu'en fait celles-ci, on considère qu'elles sont légitimement acquises, puisque je les ai fait mes 3 ans. Par contre, les 2 dernières années que j'avais dit à Juliette que je ferais et que je ne fais pas, celles-ci, je revends du coup mes actions la même proportion, 2/5, à une valeur nominale. C'est la valeur symbolique de création de la société, donc à quelques euros. C'est donc la sanction pour ne pas avoir respecté mon engagement d'implication. C'est ça le bad liver. On peut mettre le good liver, c'est le même principe, c'est la sanction au fait de partir, mais on met un prix un peu différent parce que la cause est un peu différente. Concrètement, c'est en général en cas de maladie. Mais c'est au cas par cas. Si vous me dites, moi, mon associé qui me plante parce qu'il est malade, ou parce qu'il ne s'entend plus avec moi, ou qu'il veut reprendre un autre métier, c'est pareil, je peux l'entendre et je peux l'écrire dans un contrat. Je peux mettre que le good liver, ce soit la même chose que le bad liver. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette première clause qui est hyper importante? Alors, il y a une question qui va arriver, je pense. Voilà. À l'inverse, le vesting est-il possible? Alors, le vesting, qu'est-ce que c'est? Peut-être une explication de texte pour tout le monde. Ben, le vesting, c'est justement le mécanisme que je viens de décrire qui dit que si je pars au bout de 3 ans, il y a un prorata entre mon temps passé dans la société et le prix donné aux actions. Le vesting, en fait, c'est le fait d'acquérir ces actions au fil de l'eau, au fur et à mesure que le temps passe. Et en fait, le système qu'on a inventé là, ça revient à faire ça, puisque ça veut dire que les 2/5 que j'ai jamais acquis, certes, je les ai en fait, mais comme je les revends pour 1 euro, c'est comme si je les avais jamais eus, parce que je m'enrichis pas en les vendant. Si je peux vous vendre tout mon appart pour 1 euro, je suis moyennement propriétaire de mon appart. Si par exemple, par contre, je vous le revends à la valeur de marché, bah ça c'est une revente parce que j'en suis propriétaire. Donc le vesting, c'est ça. Le vesting, c'est le fait d'acquérir au fur et à mesure. Et techniquement, Guillaume, pour être le plus précis possible, sache que ce que je t'ai décrit en fait en France, c'est comme ça qu'on fait le vesting. Techniquement, c'est du reverse vesting si je veux être le plus précis, puisque tu as bien compris qu'en réalité, tu as quand même acquis tes actions dès le début. Donc tu les acquiers pas au fur et à mesure. C'est ça le vesting à l'état pur. Nous, c'est du reverse vesting en France qu'on fait, c'est que tu as déjà tout dès le début, mais tu redonnes. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cet engagement d'implication? Alors, il y a une question au-dessus. L'engagement, ça peut être subjectif, puisque tu parlais du Tout à non-respect de fait, l'engagement et des tout à fait. sanctions. Voilà, à partir de quel moment on peut identifier qu'il y a Ouais. eu un non-respect de l'engagement? C'est une super bonne question. Merci beaucoup, Juliette. Euh, C'est celle de Alex. ouais, et merci, Alex. Alors là, on essaie de définir en général des cas objectifs, puisqu'il faut que ce soit objectif. Donc, on va mettre démission, le mec qui vous donne sa démission. Ou on va mettre un engagement d'implication. On dit qu'il faut travailler à plein temps pour la société, sauf par exemple 5 heures par mois. Et donc, concrètement, le jour où la personne vous dit j'ai repris un job chez L'Oréal, bah, c'est QFD. Un job est pas compatible avec un autre job. Tu peux pas avoir deux plein temps dans la vie, même si tu expliques que tu dors que 3 heures par nuit, juridiquement, ça marche pas. Si quelqu'un se retrouve à faire de la prestation freelance pour plus de, j'ai dit quoi, 3 ou 5 heures par mois, on l'autorisait à faire autre chose. Et donc, en fait, ça va souvent se prouver en prouvant que la personne fait autre chose. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, la personne qui arrête de travailler pour l'entreprise, bah, en fait, sauf si vous parlez à un héritier ou à quelqu'un qui est fou, ou qui a, on va dire, plus de 60 ans, mais ça sera en général pas le cas de votre associé, il va reprendre un autre job. Il va pas être père ou mère au foyer. C'est peu probable, vu la perspective. En général, tu t'associes pas avec ces personnes-là, ça peut arriver, mais puis même, c'est un job, là, père ou mère au foyer. La personne vous écrirait, j'ai plus le temps, je fais ça. Enfin voilà, vous auriez une preuve quelque part que cette personne-là a une activité à plein temps et du coup, par vase communicant que cette personne-là ne travaille plus chez vous. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours le cas un peu, euh, la zone grise, où la personne ne vous écrit pas dans un email, j'ai repris un job chez L'Oréal, je m'occupe de mes enfants à plein temps, ou je pars vivre au Japon, et où en fait la personne, vous sentez qu'elle traîne un peu le pied,
peut-être qu'elle s'est dit qu'elle se prenait une année sympathique, ou je sais pas ce qui s'est passé chez cette personne-là. Et en fait, c'est vrai qu'elle travaille, mais plus beaucoup, ou pas assez, ou pas comme vous l'envisagiez. Ça, c'est très difficile en droit à sanctionner, parce qu'en général, vous n'aurez pas de preuve, à part un sentiment que la personne met un peu de temps. Mais mettre 2 jours à répondre à un email, bah, en fait, c'est pas une désimplication par nature, parce qu'on peut avoir des bonnes raisons pour mettre 2 jours pour répondre à un email. Parfois, il faut mieux même prendre son temps. Et donc, on essaie de mettre des cas objectifs. En droit, effectivement, le problème, c'est que parfois on a des droits, mais qu'on a un problème pour le démontrer. Mais ça, c'est le valable pas que pour démontrer le bad liver, c'est valable pour toute la matière juridique. Vous pouvez avoir un droit, si vous n'arrivez pas à le démontrer, vous ne pouvez rien y faire. Donc voilà un peu pour la preuve ou pas de l'engagement d'implication. Alors, est-ce qu'on peut définir une durée? Est-ce que l'on est obligé de définir une durée pour l'implication? C'est une question d'Ariane. Très bonne question. Non, on n'est pas obligé. En général, si vous créez plutôt ce qu'on appellerait une PME, vous créez un magasin d'optique, une chaîne de pharmacie, un restaurant, vous n'allez pas mettre de durée d'implication. Vous allez dire que tant que vous avez des actions, il faut travailler à plein temps. Quand vous créez une start-up, en général, on va mettre une durée d'implication sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce que c'est en fait ça qui permet de dire qu'on va sanctionner la vente, de dire qu'il y a une partie qu'on va vendre pour une valeur très faible. Quand on met pas de durée, juridiquement, c'est pas très sécurisant de dire ah tiens, je vais te les racheter moins cher. Quand tu mets pas de durée, quand tu dis bah, c'est ad vitam aeternam, bah, ça veut juste dire que la personne, quand elle arrête de travailler pour la société, on lui rachète ses actions, mais à la valeur de marché. C'est dur de mettre des décodes quand il n'y a pas de durée. La durée, elle permet de mettre une sanction plus sévère au non-respect de la durée. Donc, conclusion, vous êtes une start-up, faites ce qui se fait aux États-Unis, 4 ou 5 années de vesting, dont ce qu'on appelle une année de cliff, qui dit que si vous partez dans la première année, vous n'avez pas, je ne sais pas moi, du coup, 11 mois, vous partez au bout de 11 mois sur les 5 ans, vous n'avez pas 11 mois sur les 5 ans de vesté, vous n'avez rien. Donc celui qui part dans la première année, il a rien. Si vous êtes plus une PME, faites un vesting de durée illimitée avec une valeur de marché. La durée moyenne que je vois, c'est entre 3 et 5 ans. Et vraiment, il y a autant de 3, de 4 ou de 5. Le plus classique, c'est 4 ans, dont une année de cliff. À partir de quand on peut constater la fin d'implication? Bah, dès que vous avez une preuve et un dossier suffisant. Donc, si vous avez un email qui vous dit que la personne a repris un autre job, si vous avez un LinkedIn, si vous avez une preuve que quelqu'un vous dit, bah non, bah moi, machin, il travaille avec moi tous les jours, ça y est. Donc, dès que vous avez une preuve, ça se trouve, vous en aurez une dès le premier jour, et ça se trouve, ça sera compliqué de créer un dossier. Ok, super. Euh, je vais vous parler ensuite, à partir de quel moment est-il nécessaire de signer le pacte d'associés? Bah, moi, ce que je vous conseille, c'est de le signer dès le début, parce que c'est plus simple de mettre des règles claires d'implication et sur plein d'autres domaines, parce que vous allez voir qu'il y a plein d'autres clauses qu'on peut mettre dès le début de l'implication. Parce qu'une fois qu'on travaille ensemble, c'est plus dur. Et aussi, quand vous essayez de faire votre pacte d'associés en amont, souvent ça vous permet de déceler peut-être des futurs points à améliorer dans la communication avec votre associé, ou de déceler que votre associé finalement il n'est pas si chaud que ça pour travailler comme vous le souhaitiez. Et donc faites-le dès le début, c'est mieux. C'est comme prendre une assurance habitation, hein. Vaut mieux le prendre au début qu'un jour se réveiller, mais il n'est jamais trop tard. Alors, j'ajoute une petite question. Pour lui donner une valeur, est-ce qu'il faut le signer devant un notaire, un huissier ou une personne juridique ou pas? Bonne question. Donc la réponse c'est très clairement non, il n'est pas nécessaire de le signer devant quelqu'un en particulier. Ok, merci. À partir de quel moment est-il nécessaire de signer? Là, tu viens de répondre. Oui, Oui, c'est tout parfait. à On fait. peut continuer. Merci. Super. Alors, ce que je vous propose de voir, après cet engagement d'implication et good bad liver, une deuxième clause qui est hyper importante quand vous vous associez, et je pense que je vais me limiter à 2 clauses, même si je pouvais en faire plein, parce qu'après, il faut qu'on parle de la levée de fonds. Donc, si ça vous va, et puis vous allez voir que quand on parle de la levée de fonds, en fait, on va reparler aussi de sujets euh, qui en fait peuvent vous intéresser entre vous. Peut-on avancer des fonds avec les associés pour l'entreprise avant que le pacte d'associés soit justement signé? Oui, 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 tout à fait. Donc le pacte d'associés, c'est un document optionnel. Donc il y a tu peux envisager de faire une société sans jamais faire de pacte d'associés. Donc du coup, par conséquent, ça ne t'empêche rien de faire les choses. Par contre, dans le pacte d'associés, tu peux créer des règles
pour savoir comment vous pourrez vous rembourser les fonds que vous avez apportés à la société. Et donc ça, parfois, ça peut être bien de les mettre dans le pacte d'associés. Encore une fois, il vaut mieux mettre les règles en amont qu'une fois que vous avez fait le virement de 15 000 euros à la société. Je vais vous parler d'une deuxième clause. Ouais, je t'en prie, Olivier. Euh, c'est une clause de propriété intellectuelle. Alors là, je m'oriente plus vers ceux qui ont un aspect un peu tech. Parmi vous, qui aimerait faire une société ou a une société qui a une dimension technologique? Oh là là, plein, plein, super. Heureusement que je vais parler de cette deuxième clause. Euh, c'est une clause de propriété intellectuelle, chers amis. Euh, technologique, ça veut dire qu'il y a de la propriété intellectuelle qui va être créée, concrètement du code ou du design. Dans le design, ça peut être autant des moules, hein, des moulages pour faire des produits, que du design de website, de site internet, ou du design, voilà, donc du design d'objets ou du design internet. Euh, et donc, si vous créez de la propriété intellectuelle, c'est essentiel que dans votre pacte d'associés, vous ayez une clause qui dit que la propriété intellectuelle qui est par les founders est automatiquement et gratuitement, surtout, transmise à la société. Parce que je vais vous révéler une autre chose hyper importante, c'est que quand quelqu'un crée de la propriété intellectuelle, du code, du design, pour se limiter à ce qui est le plus fréquent chez les startups, eh bien, même si vous payez cette personne-là, donc même si le co-founder il a été payé, et du coup là vous me sentez venir, même si vous aviez payé un salarié, même si vous aviez payé un prestat, vous avez payé un freelance pour faire du code, eh bien vous n'avez pas acheté la propriété intellectuelle, vous avez acheté une seule chose, le droit d'imprimer le code ou d'imprimer le design et de le mettre sur un tableau au-dessus de votre bureau. Autant vous dire que ça ne va pas beaucoup vous servir. Et donc, entre associés, si vous vous associez avec quelqu'un qui va faire du design ou du code, il est essentiel que la propriété intellectuelle soit automatiquement transmise et gratuitement transmise à la société. Et ça, vous pouvez le mettre dans un pacte d'associés. Petite digression, quand vous allez accueillir des stagiaires, des alternants, des prestataires, des salariés, vérifiez la propriété intellectuelle, parce qu'il n'y a qu'un seul cas où la propriété intellectuelle est transmise automatiquement, sans avoir à faire de paperasse, un seul et unique cas. Donc écoutez-moi parce que c'est très très précis et dès que vous changez un tout petit peu une condition, la propriété intellectuelle n'est pas transmise. Euh, Sauf à faire un contrat de propriété de transfert de propriété intellectuelle. Mais voilà, même si vous avez payé la personne, si vous n'aviez pas fait de contrat de transfert de propriété intellectuelle, vous ne l'avez pas. Eh bien, c'est uniquement le salarié qui fait du code. Donc le stagiaire qui fait du code, non, il faut lui faire signer un contrat de transfert de propriété intellectuelle. Le prestataire qui vous a fait du code, non, il faut lui faire un contrat de propriété intellectuelle. Le salarié qui fait du design, non, il faut lui faire un contrat de transfert de propriété intellectuelle. Une question, on peut également faire une cession de droit d'IP en dehors du pacte. Et bien voilà, c'est exactement ça. Donc entre associés, puisque le pacte d'associés, c'est là qui rassemble vos échanges entre associés. Donc, c'est intéressant dans le pacte d'associés de traiter de ce sujet entre associés, que les associés apportent la propriété intellectuelle, mais quand vous allez parler avec des stagiaires, avec des freelances, avec des prestataires, et bien là, c'est un contrat de cession de propriété intellectuelle en dehors du pacte d'associés, puisque ces braves gens ne sont pas associés. Est-ce que vous avez des questions sur la propriété intellectuelle? Oui, la cession de pays doit être dans leur contrat de travail et si on veut être ceinture et bretelles, tous les ans, tu fais céder en plus à la personne la propriété intellectuelle parce qu'en fait, en droit français, c'est très contre-intuitif, mais tu ne peux pas céder ta propriété intellectuelle avant de l'avoir créée. Donc, en fait, tout ce que tu peux écrire dans un contrat de travail, c'est que tu t'engages à première demande à céder ta propriété intellectuelle. Et donc, si tu veux vraiment bien faire les choses, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, ou en tout cas avant une levée de fonds, tu vas voir tous les salariés ou tous les gens qui s'étaient engagés à céder la propriété intellectuelle et à leur faire signer un contrat de cession de propriété intellectuelle. Est-ce qu'on doit rémunérer davantage le stagiaire pour l'insertion de cette clause? Non. Par contre, il faut être clair que si il avait une rétrocession, le stagiaire, ou si le salarié était payé, ce qui a pris le cas, ou si le prestataire était payé, il faut s'assurer que dans le contrat qui vous lie avec cette personne-là, qu'il y ait dans le contrat l'inclusion, que le prix que vous payez cette personne-là incluait la cession de propriété intellectuelle. Donc Alexis, tu n'as pas besoin de le payer plus, mais il faut que tu mettes, par exemple, rémunération, on va dire 1000 euros par mois pour le stagiaire, dont 20% pour la cession de la propriété intellectuelle.
Oui, quand vous faites un contrat de cession, s'il est bien fait, il n'y a plus de revendication possible. Euh, Après, il faut voir que les contrats de cession de propriété intellectuelle, c'est quelque chose, la caricature du droit. Donc, il y a des mentions obligatoires. C'est pas si évident que ça d'avoir des bons contrats. Et, euh, et donc, souvent, tu as un contrat, mais un contrat qui ne marche pas. Parce qu'en fait, c'est un contrat très rigide, très formel. Je vous rassure, tous les contrats sont pas comme ça, mais ceux-là le sont. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la propriété intellectuelle? Bon bah écoutez, je vous propose, voilà, je pense alors dans le pacte d'associés pour cofondateurs et dans les contrats, exactement, c'est ça Guillaume, c'est ça qu'il faut faire. Euh, donc dans les deux cas, c'est à chaque fois un engagement de céder. Donc en général, peut-être que ça peut être ma parfaite transition avec la levée de fonds. Quand vous allez lever des fonds, eh bien une des premières choses que vont faire les investisseurs, s'ils investissent une somme, on va dire supérieure à 1 million d'euros, c'est sûr. Entre 500 000 et 1 million, c'est, on va dire, fréquent, et en dessous de 500 000 euros de levée, c'est très rare d'avoir cette exigence, c'est un audit juridique. Donc l'investisseur, avant de mettre de l'argent dans votre société, selon le montant que vous levez, encore une fois, je vous ai donné les standards à l'instant, il va demander à auditer vos documents juridiques. C'est un peu comme avant de vendre un appart, où vous devez donner des diagnostics techniques, amiante, mérule, etc., à votre acheteur. Bah là, c'est pareil. L'investisseur, il va vous demander des diagnostics de la société. Et donc, vous allez lui donner un diagnostic, par exemple, sur votre propriété intellectuelle. Et lui, il va voir, il va dire, bah, très bien, mais machin n'a pas cédé, tel salarié, en fait, s'était engagé à céder, mais il n'a pas fait de contrat. Donc, en général, c'est à l'occasion d'une levée de fonds que vous régularisez la propriété intellectuelle. Mais ne vous faites pas avoir. Ayez bien dans vos contrats avec vos associés et vos stagiaires, prestataires, salariés, un engagement de cette personne de vous céder la propriété intellectuelle gratuitement, ou en tout cas sans surplus parce que c'était déjà payé, à tout moment. Parce que sinon, la personne, elle peut vous dire au moment de la levée, elle peut vous raqueter. Ça, je l'ai déjà vu, hein, c'est malheureux, mais je l'ai déjà vu. Elle peut vous dire, euh, bah moi, où t'as vu que je te cédais ma propriété intellectuelle. Mais je peux le considérer contre 15 000 euros. Et vous allez l'air bien malin devant vos investisseurs quand il faut leur expliquer qu'il y a 15 000 euros de la levée qui va être servir à payer le développeur ou le designer qui a fait votre logo, parce que vous n'avez même pas été foutu de, pardon d'être un peu vulgaire, mais de vous renseigner sur le b.a.-ba du juridique pour une startup. Parce que ça, j'ai déjà vu. Au-delà des 15 000 euros, c'est juste que vous montrez à vos investisseurs que il faut qu'ils aient une peur bleue de vous confier les fonds, parce que le truc le plus basique, vous en avez jamais entendu parler. Donc ça, c'est hyper important, tant pour l'argent qu'on peut vous raqueter, mais vraiment pour votre crédibilité avec vos investisseurs. Parce que même si on vous raquette que 500 euros, bah 500 euros, si ça montre que vous connaissez rien à la gestion d'une boîte à vos investisseurs, c'est catastrophique. Je l'ai vu Oui, sur un freelance aussi. ouais, c'est une remarque intéressante. Le freelance aussi, ne pas oublier les freelances. Exactement. Et ben voilà, bah merci Guillaume, bah tu l'as vu. Voilà, ouais, et ben tu vois, et donc la RH, elle a l'air bien crédible quand elle explique qu'elle elle a fait des contrats à tout le monde, mais que le sujet de propriété intellectuelle n'était pas adressé. Et donc du coup, voilà, maintenant vous avez compris, on est dans le chapitre levée de fonds. Donc comment est-ce qu'on va lever des fonds comme un boss? Comment est-ce qu'on va lever des fonds dans cette période compliquée? Déjà, est-ce qu'il faut lever des fonds dans cette période compliquée? Qu'est-ce qui se voit? Alors aujourd'hui, moi ce que je vois, c'est que les levées de fonds par les gros VC, les gros fonds d'investissement, sont en pause. Oui, on va parler de BSAR, exactement. Euh, exactement. Alors l'état, je vous donne peut-être l'état du marché aujourd'hui, si ça vous intéresse, en quelques minutes, parce qu'une petite actualité. Euh, et puis après, je vous donne un petit plan qu'on peut essayer de suivre. Oui, 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 L'état. yes, oui, oui, les fonds d'actualité. Voilà. Alors l'actualité, vous essayez de lever avec un fonds que j'appellerais un fonds Tier 1, donc un fonds important, première classe. Je parle d'un Partech, et là il y a un Idinvest, un Kerala. Eux, si vous n'aviez pas déjà reçu un investissement de leur part, il y a peu de chances que dans un futur proche, ils investissent chez vous. Parce qu'en fait, ils ont juste mis en attente tous leurs investissements. Ils essaient de focaliser leur financement pour refinancer leurs éventuelles startups qui auraient des problèmes dans les mois à venir. Il faut bien voir que les investisseurs, là, ces gros VC, c'est par leur argent qu'ils investissent. C'est de l'argent qu'eux-mêmes ont levé auprès d'autres investisseurs. Et donc, en fait, leur argent n'est pas infini. Et s'ils ont déjà fait un chèque d'1 million d'euros ou 2 millions d'euros à une boîte,
dans laquelle ils croient, mais que cette boîte a un passage à vide à cause du Covid pendant 1 an ou 2 ans, bah, c'est trop bête de la laisser planter et d'investir 1 million dans une autre boîte qui est moins avancée et dans laquelle ça peut aussi ne pas marcher. Donc il vaut mieux sauver sa famille avant d'aller sauver le voisin. C'est un peu le raisonnement des gros fonds. Donc du coup, les gros fonds, pas évident en ce moment, et pendant un moment, encore une fois, parce qu'il faut se mettre à leur place, c'est des gens qui ne savent pas si dans un an, ils auront encore un job. Donc ils essaient de justifier auprès de leurs investisseurs qu'ils en auront encore un. Ensuite, il y a les business angels. Les business angels, c'est les particuliers, c'est les gens un peu fortunés ou peu fortunés, mais qui ont un tout petit peu de liquidité, qui vont investir dans votre boîte. C'est votre voisin, votre ancien prof, votre ancien, moi j'en vois, des anciens collègues, anciens étudiants avec vous à l'école, à l'EDEC ou autre part. C'est sinon des millionnaires. Il y a des gens très riches en France ou à l'étranger qui investissent à titre personnel leur argent à eux, qu'ils ont gagné eux-mêmes. Je veux dire, c'est pas leur argent de leur société, c'est l'argent qui est sur leur compte bancaire dispo. Donc ça, c'est les business angels. Et ben eux, je vais vous donner un petit info insider. À ma grande surprise, et ben ils investissent encore dans certaines sociétés. Bah, nous, on continue à faire des closings, voir l'argent qui passe de business angels qui pourtant, pour autant, auraient pu là hier, la semaine dernière, nous dire, bah, j'investis plus. Ils n'étaient pas du tout comités. Moi, ça m'a beaucoup surpris, c'est plutôt encourageant. Je ne sais pas si ça va durer, je l'espère. Mais ça m'a beaucoup surpris que des particuliers continuent à investir des sommes qui parfois peuvent être importantes, puisque bah, en général, dans un climat incertain, on préfère ne pas investir. Et c'est des gens qui ont parfois un peu d'argent et du coup qui peuvent avoir fait des investissements en bourse. En général, là, ils ont perdu de l'argent, donc j'aurais pensé qu'ils gardent leur argent dans un premier temps, mais c'est pas le cas. Donc ça continue. Moins, mais ça continue. Le dernier type d'investisseur, c'est les corporates. C'est donc les entreprises. Par exemple, les entreprises du CAC 40, AXA, Air France. Bon, vous imaginez que ces entreprises en ce moment, c'est pas la joie. Bon, j'ai cité AXA Air France, mais ça, pour beaucoup, c'est pas la joie. Euh, la plupart des entreprises là ont mis en attente les recrutements, donc elles mettent en attente aussi les investissements dans les startups. Donc elles, ça va pas être tout de suite, tout de suite. Mais ça s'était énormément développé. Nous, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de deals avec les corporates. Depuis 2 ans, c'était énormément développé. Donc, qui est-ce qui reste en ligne? Donc, les VC Tier 1, pas chaud en ce moment, mais ils continuent à regarder des dossiers. Donc, vous pouvez continuer à les contacter. Je ne vous ai pas parlé des VC que j'appellerais Tier 2, des fonds plus petits. Eux, ils continuent à investir, hein, les fonds plus petits. Donc, allez voir les fonds un peu plus petits. Les business angels, ils continuent à investir de manière plus aléatoire, mais ils continuent à investir. Et les corporates, c'est quand même pas évident non plus en ce moment. Voilà l'état du marché. Déjà, est-ce que vous avez des questions sur l'état du marché avant que je vous parle de mon plan sur la levée de fonds? Est-ce que tu peux nous donner un exemple de petits fonds et de gros fonds? Oui, oui. Alors Voilà. un fonds, alors il n'y a pas d'insulte, hein, c'est juste que c'est un fonds récent Oui. et que c'est voilà, du coup, qui a de l'argent, mais qui n'est pas non plus des poches énormes. Axeléo, qui a notamment un fonds qui vient de lever dans la PropTech, donc tout ce qui est en rapport avec l'immobilier. Et quelle est ton analyse sur les prises de participation des fonds publics, régions, BPI? Euh, Bah alors, il y a des participations publiques, par exemple BPI fait a un fonds d'investissement, mais qui fonctionne comme un VC. Donc, en fait, quand ils fonctionnent comme un VC, eux, on va dire qu'ils continuent. Par contre, si c'est des aides publiques, c'est BPI qui vous finance en mode aide publique, bah ça, c'est toutes les mesures qu'on a pu voir auprès de la crise. En général, c'est pas du financement en capital, c'est plus du prêt. Bah, il faut en profiter, hein, c'est fait pour, hein. Je vous propose un petit plan qu'on va pouvoir voir là encore. Peut-être, je vais essayer de dérouler ça pendant un quart d'heure. C'est déjà le process pour lever des fonds. Concrètement, c'est quoi lever des fonds? Par quelle porte je commence? Le process. Euh, Deuxièmement, on va voir les outils. Donc c'est là où on va parler de BSAR par exemple. Et troisièmement, s'il me reste du temps, je vais vous parler de quelques clauses très importantes quand on lève des fonds. Est-ce que ça vous va? Oui? Ok, top. Top, top. Alors, d'abord le process. Une levée de fonds, en général, ça commence par un document administratif qui s'appelle la lettre d'intention. La lettre d'intention, c'est un document Word qui fait entre 1 page et 6 pages, on va dire, qui décrit les modalités de l'investissement.
Et donc finalement, votre investisseur, si c'est quelqu'un un peu institutionnel, c'est lui qui va vous remettre cette levée, il va vous faire sa proposition. Et puis si votre investisseur, c'est pas un institutionnel, en général, quand c'est un business angel par exemple, c'est vous qui allez le voir en lui disant voilà ma proposition, ce que j'ai à vendre, voilà comment tu peux investir chez moi et dans quelles conditions je te propose d'investir. Donc ça commence par ce document-là. En général, vous ne le remettez pas tout de suite à l'investisseur, ou l'investisseur ne vous le donne pas tout de suite. C'est-à-dire que d'abord, vous avez fait des dates avec votre investisseur, vous avez fait alors aujourd'hui peut-être des meetings par téléphone ou par webinar. Donc d'abord, vous avez pitché, mais vous n'avez pas encore parlé de détails d'investissement. Vous avez juste montré ce que faisait votre boîte d'un point de vue opérationnel. Et là, l'investisseur vous a dit, bah, c'est bon, je suis chaud. Donc encore une fois, si c'est un institutionnel, le c'est bon, je suis chaud, il va vous donner une lettre d'intention. Et si c'est vous, c'est bon, il vous dit c'est bon, je suis chaud et qu'en fait, aussi pour l'accueillir. Si c'est quelqu'un qui est moins armé juridiquement qu'un institutionnel, c'est vous qui allez rédiger avec votre avocat la lettre d'intention et être proactif et leur donner la, la roadmap. Cette lettre d'intention, elle se négocie. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà allés dans des souks, par exemple le souk de Marrakech, qui est magnifique? Est-ce qu'il y en a qui ont eu la chance de pouvoir y aller? Ah bah voilà, bah vous avez de la chance, moi aussi j'adore. Eh ben, vous voyez comme on négocie, c'est-à-dire il faudrait être fou pour acheter quelque chose sans négocier. Et c'est pas insultant pour tout le monde, c'est en fait ça fait partie du jeu. C'est-à-dire celui qui négocie pas, il n'a pas compris où il était. Eh ben, dans une levée de fonds, c'est pareil. Si vous ne négociez pas, et inversement, si votre investisseur ne négocie pas, c'est qu'en fait il y a quelqu'un de très bizarre. Soit c'est lui, soit c'est vous. Parce que euh, si, si on négocie pas, nous, on montre encore une fois, qu'on est novice, on l'est peut-être, mais on montre qu'on ne s'est pas mis à niveau, qu'on s'est pas fait, on ne s'est pas entouré de gens qui peuvent nous montrer comment ça fonctionne, et donc on n'a rien compris. Et donc on n'inspire pas la confiance auprès de nos investisseurs, paradoxalement, parce qu'ils vont dire, attendez, si le mec il sait même pas le b.a-ba d'une levée de fonds, comment est-ce qu'il va gérer son entreprise quand il aura des négos avec ses clients, avec ses fournisseurs et autres? Donc il faut négocier, ça envoie pas un mauvais signal. Donc c'est la lettre d'intention qu'on négocie puisque c'est l'architecture de la levée de fonds, la lettre d'intention. Dans la lettre d'intention, on va parler de la valo et des clauses dont je vais vous parler un peu après. Et en fait, une fois que la lettre d'intention est signée, ensuite on va faire les long forms, donc les longs documents, qui vont s'appuyer sur la lettre d'intention. Donc concrètement, on va faire tout ce qu'on appelle la documentation corporate, c'est les PV d'AG, les rapports du président, les bulletins de souscription, en se basant sur ce qu'on s'était dit dans la lettre d'intention. Donc concrètement, la lettre d'intention disait on va lever des actions de préférence à 35 euros avec du BSA Ratchet, peut-être qu'on verra un moment ce que c'est. Et ben ça, la lettre d'intention, c'est juste un plan. C'est comme quand vous faites construire une maison, c'est un plan, c'est pas la maison. Il n'y a pas le mortier. Et ben après, il faut construire la maison. Et donc ça se met en partie dans ce qu'on appelle la documentation corporate, les PV d'AG, les rapports, les bulletins d'inscription, et en partie dans le pacte d'associés. Et donc c'est ça les long forms. La documentation corporate, elle peut faire des dizaines de pages et pareil pour le pacte d'associés. Et ça, on les rédige une fois qu'on s'est mis d'accord sur le deal global, sur l'architecture, dans la lettre d'intention. Est-ce que le process de la levée de fonds, est-ce que vous avez des questions sur le process d'une levée de fonds? Tout est clair sur le process? Je vais vous parler maintenant des outils pour lever des fonds. Quels outils vous connaissez pour lever des fonds, des outils juridiques? Il y en a un qui a déjà été cité. Du coup, on réécrit un pacte d'associés à chaque fois, oui. Exact. Nathanaël, Guillaume, excellent. BSA et augmentation de capital. Il y a une troisième manière de lever des fonds. Donc ce sera les 3 points que je vais vous présenter. La dette, impeccable. Bravo Guillaume. Donc 3 outils pour lever des fonds. Je vais les mettre dans un ordre qui peut être peut-être plus simple à appréhender. 1, l'augmentation de capital. C'est la levée de fonds normale. 2, le BSAR. C'est un outil un peu innovant. 3, les obligations convertibles. On va dire que c'est l'ancêtre du BSAR. Je vais vous expliquer pourquoi. J'y vais. D'abord, l'augmentation de capital. C'est la manière normale de lever des fonds. Donc c'est la société qui a par exemple 1000 actions à l'heure à laquelle on se parle. Et ben c'est la société, dans la fameuse documentation corporate qu'on rédige, qui va dire je crée des nouvelles actions. Je crée des actions que je vais vendre cette fois-ci très cher à l'investisseur. Je crée 100 nouvelles actions que je vais vendre 1000 euros à l'investisseur. Et donc si la société crée 100 actions qu'elle vend 1000 euros chacune à l'investisseur, combien la société a levé? Allez-y, un petit calcul. Est-ce qu'il y en a un qui ose? Si la société crée 100 actions et qu'elle vend 1000 euros chaque action,
Je vous assure, il n'y a pas de piège. Merci. 100 000, exactement. Donc, parce qu'on a vendu 100 fois quelque chose qui vaut 1000 euros. Donc, on a vendu pour 100 000 euros d'actions. Donc, c'est ça l'augmentation de capital. Et donc, voilà. Donc, ça y est. Félicitations. Euh, si on l'augmentation de capital, c'est la société qui crée des actions. Et c'est pour ça qu'on parle de dilution. Vous, à la base, si vous étiez le seul associé dans la société, vous aviez 1000 actions sur 1000 actions. Donc, vous aviez 100% de la société. Et ben demain, si vous avez créé 100 actions en plus, vous avez toujours 1000 actions, hein, ça n'a pas changé, mais vous êtes fait diluer puisque vous avez 1000 actions sur, cette fois-ci, 1100 actions. Donc vous n'avez plus 100% de la société. C'est ça l'augmentation de capital. Et du coup, vous avez votre associé. En général, il y a un pacte d'associé avec cet associé. Euh, Est-ce que déjà sur l'augmentation de capital, vous avez des questions? Vous allez voir qu'on va parler après des deux autres outils. Non, c'est bon? Alors, je vais vous parler de quelque chose de très très intéressant qui s'appelle le BSAR. Qui parmi vous a déjà entendu parler du BSAR? Plusieurs, puisque notamment Nathanaël, mais qui d'autre? Ok, super, merci. Le BSAR, c'est quoi? Prime d'émission. Alors, merci Julien, je fais une dernière précision sur l'augmentation de capital. Quand vous allez vendre 1000 euros chaque action à vos investisseurs, alors que vous ne les aviez achetés que 1 euro à la constitution, comptablement, la différence entre ces 1000 euros que vous vendez et la valeur originaire de l'action, c'est-à-dire 1 euro, ça va dans le compte prime d'émission. Et c'est pour ça qu'il y a des sociétés qui peuvent lever des millions d'euros et avoir un petit capital, parce qu'en fait, l'argent, il n'est pas allé dans le capital social, puisqu'il n'y a que 1 euro, je mets toujours le même montant unitaire, il est allé dans le compte prime d'émission. Et donc à la question, est-ce que c'est intéressant d'avoir un gros capital social? Euh, la réponse c'est non. Et si un jour vous avez un client, un partenaire, un comptable qui vous dit faut que vous ayez un gros capital social, sauf dans quelques cas ultra précis, dans des fintechs où il faut avoir un capital minimum vis-à-vis de l'AMF, ça veut dire fuyez ce comptable ou ce partenaire ou ce client, parce que ça veut dire qu'il n'a rien compris à comment on structure une boîte en 2020. Donc, parce que l'argent, vous avez compris, il ne va pas dans le compte capital social, il va dans le compte prime d'émission. Donc, je reviens sur le, le BSAR. Le BSAR, c'est quoi? Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà, lors d'un anniversaire ou de Noël, à Noël, reçu quelque chose comme un bon pour un cadeau? Au lieu de recevoir le cadeau, par exemple une place de ciné, vous avez reçu une place de théâtre, allez, bon pour une place de théâtre. Ou est-ce que vous avez déjà été retardataire? Allez, moi je lève la main. J'ai déjà reçu et j'ai déjà été retardataire. Vous aussi? Ah, voilà. Bon, on a quelques personnes qui se sont dénoncées aussi, qui ont dénoncé leur entourage, hein, sinon, qui ont peut-être reçu des cadeaux, comme ça, avec des cadeaux dans un second temps. Eh ben, le BSR, c'est exactement ça. Ça commence comme une levée. Vous allez voir votre investisseur, vous lui dites, donne-moi les 100 000 euros. Ça y est, vous prenez les 100 000 euros, vous les mettez dans votre banque, votre compte bancaire. Et ben, au lieu de donner les actions comme vous auriez fait en augmentation de capital, vous donnez juste à l'investisseur un bon pour action. Vous lui donnez donc, comme le bon pour une place de théâtre, vous lui donnez un bon pour action. Et cet investisseur, il n'aura ses actions que lors de la prochaine levée de fonds. Et donc, du coup, combien d'actions cette personne-là aura, puisqu'on lui a juste donné un bon pour action? Et bien, c'est là où toute la magie du BSAR, c'est que vous dites à cette personne-là, je te donne les actions à la prochaine levée de fonds, sur la valo de la prochaine levée de fonds. Donc, pour l'instant, on n'a pas figé de valorisation. Et quel est l'avantage qu'a cette personne du coup à investir avant tout le monde s'il dit bah moi j'investis avec les autres dans ce cas-là si j'ai tout comme les autres après? Non, en fait tu as un avantage par rapport aux autres, c'est que tu vas avoir un discount sur la valorisation. Un peu comme les préventes, tu achètes avant tout le monde, tu as 20% de réduction. Et donc c'est ça le BSR. Tu prends l'argent, tu donnes un bon pour action et à la fin la personne aura ses actions à la prochaine levée avec une réduction. L'avantage du BSR, c'est que ça permet de prendre plein d'argent en faisant un minimum de paperasse sans augmenter son capital, puisqu'encore une fois, on n'a pas augmenté le capital, puisqu'on n'a pas donné d'action dans un premier temps. Donc, on n'a même pas à faire de pacte d'associés, et donc c'est moins cher, plus rapide et plus efficace. C'est quelque chose qui a été copié du SAFE, SAFE, créé par le Y Combinator, le grand incubateur californien. Un exemple chiffré, en général, vous dites, vous prenez un, un investissement par exemple de 100 000 euros, vous lui donnez un discount de 20%, et ben, la prochaine levée, vous la faites sur une valo de par exemple 10 millions d'euros, et ben, la personne, au lieu d'avoir des actions sur une valo à 10 millions d'euros, elle aura des actions
sur une valo à 8 millions d'euros, puisque c'est 20% moins cher que la valo de l'autre. Donc en fait, pour un investisseur, c'est intéressant. Peut-on s'en retirer? Non, ça y est. Une fois que le mariage est fait, l'argent est chez vous, vous ne pourrez jamais le rendre. C'est pas de la dette, justement. On va voir ça dans un premier temps, ça sera la troisième manière de lever des fonds. Une question complémentaire, et s'il n'y a pas de deuxième levée de fonds? Très intéressant. Et ben, en général, on prévoit dans la documentation juridique une valorisation par défaut qui s'appliquera si on n'a pas de levée de fonds. En général, on met dans les 2 ans. Est-ce qu'on a besoin d'un avocat pour le BSR? Bah, le BSR, comme la plupart des documents juridiques qui existent dans le monde, hein, il n'y a pas besoin juridiquement d'avoir un avocat. À part pour un divorce, en fait, tu n'as jamais besoin d'avocat. Après, il y a un problème de compétence. C'est comme avoir un électricien. Tu n'as pas besoin d'électricien dans l'absolu. Tu peux toucher à tes circuits électriques tout seul. Euh, mais la question, c'est est-ce que tu sais le faire? Et donc, par exemple, le BSR, donc tu n'as pas besoin d'avocat, mais à toi de bien le faire. Parce qu'en fait, souvent, c'est pas très bien fait. Mais c'est possible. D'ailleurs, le BSR, quand ça a été créé, il y a eu des documents qui avaient été mis en open source. Donc, vous pouvez trouver des modèles sur Internet. Donc, allez voir. Voilà. Euh, Est-ce qu'on peut faire un BSR en fonction d'un CA conditionné? Bien sûr, on fait tout ce qu'on veut. On a une feuille blanche. Que se passe-t-il en cas de faillite? Eh ben, en général, on prévoit, vous me forcez, mais c'est super du coup, à entrer dans les détails. Euh, je voulais pas entrer par moi-même, mais très bien. Eh bien, on prévoit aussi une valorisation qui existe en cas de faillite, qui fait qu'on convertit les actions juste avant la faillite, et du coup, s'il y a de l'argent qui a quand même à récupérer de la faillite parce qu'il y a quand même des biens à vendre, bah, on aura une partie du capital social. Je vous parle des obligations convertibles, c'est la dette, c'est la troisième manière de lever des fonds. La troisième manière de lever des fonds, c'est de la dette. Vous êtes, qui a déjà fait un prêt bancaire dans sa vie? Ouais, je lève la main. Prêt bancaire immobilier, prêt bancaire étudiant aussi, hein. Vous aussi. Bon, bah, vous avez vu, quand on fait un prêt bancaire, on va voir la banque et c'est la banque qui vous donne de la paperasse à signer. En général, c'est massif. Bah là, ça va être l'inverse. C'est vous qui allez voir l'investisseur et puis vous lui donnez de la paperasse à signer, mais c'est le même résultat. À la fin, vous avez une dette, ou autrement dit, il vous a accordé un prêt. Et ça, c'est des obligations. Vous lui avez émis des obligations. Et donc ça, c'est voilà, avec un taux d'intérêt, on peut faire tout comme un prêt normal. Sauf que souvent, on met dans les startups des obligations convertibles. Ça veut dire qu'on rembourse non pas avec de l'argent tous les mois et un taux d'intérêt, mais on rembourse en fait en actions. Et donc on dit, je te rembourserai en actions. Et on peut prévoir une valorisation par défaut de combien je te rembourserai. On peut dire, par exemple, je te rembourserai à ma prochaine levée de fonds, mais en actions. Donc en fait, si vous m'avez suivi, vous verrez que vous pouvez recréer du BSR avec les obligations convertibles, arriver exactement au même résultat. Je te prends l'argent et je te donnerai jamais d'argent en retour, mais je te donnerai des actions à la prochaine levée de fonds sur une valo ou une formule mathématique avec un taux d'intérêt oui ou non. On peut mettre le discount, on peut écrire ce qu'on veut. En fait, le BSR a été créé parce que quand vous faites des obligations convertibles, si la société n'a pas encore approuvé 2 exercices, eh bien, vous devez faire toute une procédure compliquée avec un commissaire aux comptes. Et en plus, comptablement, c'est de la dette. Et parfois, ça n'avantage pas la personne qui vous met de l'argent ou ni vous. Les best practices en termes d'obligations convertibles, en termes de déclenchement de la conversion, en général, c'est lors d'une levée de fonds. En général, on prévoit dès aujourd'hui la valo. On dit que ce sera sur une valo à 3 millions ou sur la valo de la levée de fonds. On écrit vraiment ce qu'on veut. En fait, c'est vraiment du tailor-made, surtout les obligations convertibles. Est-ce que vous avez des questions sur ce thème, sur les techniques de levée de fonds, les 3 outils? Donc, on a vu augmentation de capital, BSR et obligations convertibles. Si ça vous va, je vais passer à notre dernier sujet. C'est les clauses qu'on peut mettre dans un pacte d'associés ou qu'il faut mettre ou qu'il faut absolument refuser quand on lève des fonds. Concrètement, euh, à quoi il faut faire attention, juridiquement parlant, quand on lève des fonds dans les droits que nous demandent les investisseurs? C'est hyper important là. De même qu'on a prévu, on a parlé tout avant des clauses à mettre dans un pacte d'associés quand vous vous associez avec votre founder. Là, je vais parler des quelques clauses à mettre ou absolument refuser quand vous levez des fonds. Et juste pour répondre à la question de Chai, euh, meilleure méthode pour lever des fonds, écoute, chaque chose a son intérêt. Je dirais que le BSR, si vous pouvez le faire,
et que c'est accepté par votre investisseur, faites-le, parce que ça vous coûtera moins cher juridiquement et comptablement et en administratif. Après, dans plein de levées, c'est pas accepté ou ils veulent tout de suite avoir leurs actions, avoir tout de suite leurs droits, donc ça sera une augmentation de capital. Donc concrètement, faites du BSR si vous pouvez, sinon une augmentation de capital. Et dans des cas plutôt exceptionnels, faites des obligations convertibles. Clause de sortie conjointe, on va le voir là justement. Donc, quels sont les quelques droits que peut vous demander l'investisseur? Ouais, pari passu, exactement. Eh ben, il y a une clause, chers entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs, qu'il faut toujours refuser des investisseurs. C'est la clause de pari passu qui a été écrite par Bruno, c'est du latin. La clause de pari passu, elle dit quoi? Elle dit, bah moi j'ai levé des fonds. Là, imagine, moi mon entreprise a levé des fonds auprès de Juliette, par exemple, ou de l'EDEC, allez, une institution. Juliette et EDEC, d'ailleurs les deux. Juliette à titre personnel en business angel et l'EDEC à titre de VC, ont investi dans ma société. Et ben, si je leur donne une clause de pari passu, ça veut dire que le jour où je relève des fonds avec d'autres personnes, par exemple avec un plus gros VC ou avec un gros corporate, et que je donne des droits préférentiels à cette autre personne, je dois automatiquement aussi les donner à Juliette et à l'EDEC. Alors qu'eux n'ont pas payé le prix faramineux que j'ai pu mettre pour ma deuxième levée de fonds. Et ça, c'est la clause de pari passu qu'il faut absolument refuser parce que en fait, le gros investisseur qui arrive après tout le monde et qui va mettre beaucoup d'argent, lui, il va refuser que l'EDEC et Juliette, et ça n'a rien de personnel, aient les mêmes droits alors qu'ils ne remettent pas au pot. Tout simplement parce qu'en général, la personne va payer ses actions 3-4 fois plus cher. C'est comme si vous donniez le droit à toute personne qui a acheté un billet éco d'être en première classe dès que vous vendez un billet première classe. Bah, why not? Vous pouvez le faire. Enfin, je vous assure que expliquer ça à la personne qui a payé le première classe, il va pas être content. Euh, Je vais aller tout de suite sur la liquidation préférentielle parce que c'est justement un exemple de droit que vous pouvez donner à un plus gros investisseur et qui est problématique euh, pour cette personne-là si vous le donnez aussi à ceux qui n'ont pas mis d'argent dans les mêmes proportions. Le jour où vous vendez votre boîte, si vous aviez par exemple encore 60% de votre boîte en tant qu'entrepreneur, vous dites, bah, en principe, j'ai 60% du prix de vente. Si je vends ma boîte 100 millions d'euros, ouais, ou 1 million d'euros, et que j'ai 60% de ma boîte, je suis censé récupérer 60% du prix. Oui, sauf si vous avez signé une clause de liquidation préférentielle qu'on appelle aussi la liquid pref en anglais. Cette clause, elle va dire, bah, l'investisseur qui m'a mis 1 million d'euros, et ben lui, le jour où je vends la boîte, quel que soit le prix auquel je vende ma boîte, il récupère d'abord son million d'euros avant que moi, entrepreneur, je touche 1 euro. Et donc vous voyez que les paliers montent. Vous vous appelez Doctolib, vous avez levé 200 millions d'euros. Bah, je suis sûr qu'ils ont une clause de liquidation préférentielle à minima, comme je viens de vous la décrire. Donc ça veut dire que si la boîte est revendue moins de 200 millions d'euros, les entrepreneurs ont zéro. Et pareil, les levées que vous voyez, machin a fait sa série A 5 millions d'euros, bah, ça veut dire que il va falloir vendre la boîte bien cher, hein. Et parfois, les investisseurs peuvent vous dire, bah, moi, je touche d'abord, par exemple, 2 fois ou 3 fois mon investissement avant que vous touchiez de l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a des boîtes qui disent, bah, moi, je veux arrêter de lever de l'argent parce que même si je trouve des gens, en fait, comme je sais que je vais pas vendre ma boîte non plus 70 millions d'euros, faut pas non plus être, faut être un minimum réaliste. Alors, en fait, ça sert à rien que je continue si tout l'argent part pour les autres. Donc, c'est le genre de droit que quelqu'un peut vous demander et que cette personne-là veut pas donner aux autres si les autres n'ont pas payé les actions aussi cher qu'eux. Je vais vous parler peut-être d'une dernière clause et après les VC acceptent toujours un carve-out. Un carve-out sur quelle partie exactement? Ah, Bruno, si tu veux préciser ta question, c'est avec plaisir. Sur le prix de cession, je suis pas certain euh, d'avoir saisi la question. Peut-être qu'on peut y revenir tout à l'heure. Je vous parle d'une dernière clause. C'est la clause. Euh, c'est plutôt une manière. Est-ce que la liquid pref est très courante ou présente seulement dans les grosses levées? Merci Mathieu. La clause est très souvent présente et systématiquement dans les grosses levées. Voilà. La question, c'est comment est-ce qu'elle est rédigée? Parce que tu peux demander juste de récupérer ton argent, ou tu peux demander un x2, un x3, un x8% par an. Ça, par contre, ça dépend. C'est plutôt dans les grosses levées. Mais à minimum, d'avoir la sécurité sur son argent. Parce que sinon, c'est trop facile. Ta boîte, elle vaut, tu fais entrer 1 million d'euros en caisse. Si tu la revends 500 000 euros 2 mois après, toi, tu es content, fondateur, parce que tu as encore 90% de la boîte. Mais si
voilà, du coup, tu as plein d'argent, mais pour l'investisseur, lui, il a perdu plein d'argent. Donc, ça permet de lui donner une assurance pour pas que vous soyez trop désalignés. En tout cas, je vais sur ma dernière clause, restez avec moi, c'est la valorisation. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de fully diluted, non fully diluted ou en français pleinement dilué, non dilué? Ça vous dit quelque chose? Eh ben, ouais, non. Bah, alors ça, c'est hyper. Oui, avec les options, c'est ça. Quand vous parlez de valorisation non diluée ou non fully diluted, c'est en général ce que vous aviez en tête. Ça veut dire la valorisation, imaginons qu'on dit que c'est 2 millions d'euros, non dilué, tu as 2 millions d'euros, et après, tu vas diviser ce chiffre 2 millions d'euros par le nombre d'actions qu'il y a dans la société avant la levée, par exemple 1000, et tu vas en ressortir le prix par action. Je répète, quand on parle de valorisation non diluée, tu fais une fraction, en haut tu mets la valo, donc 2 millions d'euros, et tu divises par le nombre d'actions avant la levée. 2 millions si c'est de la valo, 2 millions, et divisé par 1000 s'il y a 1000 actions dans la société. Et c'est comme ça que tu calcules le prix par action auquel tu vas vendre les actions à l'investisseur. Et l'investisseur, lui, en général, il a un montant fixe qu'il voulait investir chez toi, par exemple 100 000 euros. Donc si tu lui vends une action au prix de 100 000 euros, il n'en a qu'une action. Si tu lui vends au prix de 50 000 euros, il en a deux. Donc c'est important de déterminer ce prix par action, puisque ça détermine au final le pourcentage qu'a l'investisseur dans votre startup. Eh bien, cette valo, que vous pensiez dire, bah oui, bah c'est comme ça que je calcule le prix par action dans une levée, on peut la calculer autrement. On peut dire la même valorisation de 2 millions d'euros, mais sur une base pleinement diluée, ou en anglais, sur une base fully diluted. On prend les 2 millions d'euros et on les divise non pas par le nombre d'actions qui existent avant la levée, mais par le nombre d'actions qui existent avant la levée, plus le nombre d'options qu'on a pu créer lors de la levée ou qui existaient même avant la levée, essentiellement par exemple des BSPCE. Donc faites vos petits calculs. Si vous augmentez le dénominateur, le prix par action à la fin, il baisse. Et donc, c'est une manière pour les investisseurs de, en fait, c'est le prix par action et donc d'avoir plus d'actions en ayant investi le même montant. En fait, quand vous topez dans la main là comme ça avec un investisseur, vous dites, j'investis sur une valeur à 2 millions, vous n'avez pas fini votre phrase. Vous n'avez pas dit si c'était fully ou non fully diluted. C'est comme si moi je vous donnais un devis et je vous dis pas si c'est hors taxe ou TTC. Vous entrez dans un magasin, vous savez pas si c'est hors taxe ou TTC. Eh ben, il y aura une surprise au niveau de la caisse, bonne ou mauvaise. Et donc c'est une manière de se faire bisuter par les investisseurs, ils aiment bien vous testez un peu comme ça. C'est au moment où on finit le process, où on écrit les chiffres dans les long forms, eux, ils vous donnent un prix en fully diluted, qui baisse le prix par action. Et lui dit, bah moi évidemment que j'ai toujours pensé comme ça. Et vous, si vous aviez, mais ça ne vous arrivera pas puisque vous étiez lors de ce workshop, si vous ne savez même pas ce que c'est qu'une valorisation fully ou non fully diluted, vous avez l'air un peu embêté. Et donc, c'est pas évident pour négocier dans ce cadre-là. En général, vous n'y arrivez pas. Et donc, c'est une bonne manière pour les investisseurs de, un, au final, payer moins cher leurs actions, et deux, gagner l'ascendant sur la négo avec vous. Ça ne vous arrivera pas. Est-ce que vous avez des questions? Euh, Lors du crowdfunding, il y a des clauses à insérer dans les statuts d'une manière réglementaire. C'est obligatoire, c'est un peu dérogatoire le crowdfunding. Pack d'associés 50-50 ou 59-41, moi je conseille toujours 50-50 parce que dans la vraie vie, 51-49, il y en a qui me disent oui, c'est pour pas qu'il y ait de blocage. Enfin, t'es gentil, mais enfin, si t'es à 59-41, c'est pas parce qu'il y a un mec qui a 41 à côté de toi que tu vas dire oui à tout. Vous êtes condamné à vous entendre. Donc en fait, ça sert à rien le 59-41. Pardon, le 51-49. Donc préciser la notion de fully diluted ou non fully diluted dans l'LOI, exactement Tanguy. C'est tous les jours on écrit des LOI. Moi, vivant, je n'écrirai jamais une valo sans finir la phrase fully diluted ou non fully diluted. Donc oui, on écrit toujours ça dans la LOI. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, il y a une autre question, mais qui revient sur quelque chose qu'on a abordé plus tôt sur le pacte d'associés. Est-ce que l'on peut préciser dans le pacte d'associés à partir de quel moment on paye tel associé par rapport à son engagement? C'est une très bonne question où la réponse c'est un grand oui. C'est une des choses qu'on peut mettre dans un pacte d'associés. Et c'est pour une des raisons pour lesquelles c'est intéressant de faire un pacte d'associés dès le début, comme ça les règles sont claires. En réalité, là, nous, on pourrait faire un workshop. Moi, je sais que parfois je dois en faire même plusieurs si on rentre dans les détails. Moi, je peux tenir 5 heures sur le pacte d'associés, sans même vos questions. Donc
là, c'est un bon exemple des choses dont je peux vous parler pendant les 5 heures. Donc là, un grand oui, et il y a encore, petit teaser, il y a plein d'autres choses qu'on peut mettre dans un pack d'associés. Alors, ça serait sympa, le workshop de 5 heures, nous dit Anne. En En tout cas, général, on le fait en plusieurs fois. en tout cas, là, ça fait 1h05 que nous sommes sur ce workshop. Et bah, moi, je tiens à te remercier, Serge, vraiment pour ta pédagogie. C'est moi. C'était extrêmement accessible. Et on a encore une petite question. Quel est votre tarif pour établir un pacte d'associés? Alors, je ne sais pas si tu souhaites communiquer comme ça tes tarifs, mais peut-être que tu peux partager tes coordonnées, Serge, et Oui, oui, répondre directement oui, à oui, Guy. bien sûr, bien sûr. Bah, pas toi, je vais faire les deux. Je vais partager mes coordonnées et te répondre. Et puis, je peux même te donner un ordre d'idée de ce qui se fait dans la profession, tu vois, enfin, globalement, comme ça te donne un ordre d'idée. Donc, attendez, déjà, je vous commence par la truc plus sympa. Je vous donne mon nom là. Si vous voulez m'ajouter sur LinkedIn, n'hésitez pas, parce que parfois, j'essaie de mettre du contenu un peu en open source ou des vidéos, parfois, quand c'est enregistré enfin, là, ça sera, je ne crois pas, diffusé en externe, mais si demain on faisait un workshop en physique, le jour où il n'y a plus de Covid, on est à l'EDEC et autres, on peut imaginer que ça envisager que ce soit diffusé. Donc parfois je peux diffuser des choses. Donc ajoutez-moi tous si vous voulez sur LinkedIn et comme ça déjà vous pouvez profiter des contenus que je peux mettre ou des actus. Ça permet aussi, si vous voulez me contacter, bah, de me contacter. Je vais vous mettre mon email, mais LinkedIn en général c'est pas mal parce qu'en réalité mon email dans 6 mois ou dans 2 ans, je ne sais pas qui l'aura gardé. Donc ajoutez-moi sur LinkedIn si vous le souhaitez. Et pour répondre sur les tarifs des pactes d'associés, donc les fourchettes, nous aussi c'est une fourchette parce que ça dépend avec qui, dans quel cadre est-ce qu'on fait. Mais les fourchettes, vous êtes globalement entre 750 euros et 2000 euros. C'est ça la fourchette pour un pacte d'associés. J'ai une question qui n'a pas trop de rapport avec le V, mais en relation avec le business. Les mentions légales, c'est important, il ne faut pas y passer beaucoup de temps. Bonne question, Nathanaël, et j'aime ce type de question parce que c'est le juridique, il faut, comme beaucoup de choses, mais en tout cas, le juridique, je peux hors taxe. Merci, Guillaume, tu m'as bien vu. Euh, toujours hors taxe. Les, nous, une des choses qu'on aime beaucoup faire avec nos clients, c'est hiérarchiser. Donc, pour qu'ils passent du temps là où c'est important, dès le début, par exemple le pacte d'associés, et pour leur dire de ne passer aucun temps et de surtout de ne pas nous payer et de ne payer personne d'autre pour des choses sur lesquelles il ne faut pas mettre de temps ni d'argent dès le début. Par exemple, les statuts. J'espère que personne n'a acheté des statuts. Pour acheter des statuts, vous m'envoyez un email et je vous envoie un modèle de statut qui fonctionne bien pour les startups. Et d'ailleurs, avec Station F, on a envie de faire aussi une base de documents comme ça qu'on peut me réclamer de temps en temps et qui, comme ça, sont disponibles à tout moment chez tout le monde en open source, en tout cas pour les, les membres. Hein. Mais ça, on pourra, voilà, ça, on devait organiser ça avant le. Enfin, voilà, ça fait partie des choses qu'on voulait creuser, mais il y a le Covid a un peu ralenti ça. Et bref, tout ça pour vous dire que les mentions légales, sauf si vous travaillez dans un business où la data est sensible, essentiellement si vous travaillez sur de la data médicale, voilà. Non, les mentions légales, dans un premier temps, n'en faites pas, parce que en fait, le risque il est très faible et tu n'as pas de client, tu ne travailles pas sur de la data sensible. Pourquoi mettre de l'énergie sur ça? Commence par la première étape, fais un pack d'associés. On parlera de la data, soit le jour où tu as beaucoup de clients ou d'utilisateurs, soit le jour où la data est très, enfin, est sensible. Et en tout cas, Serge, vraiment encore un immense merci. C'était hyper C'est moi. accessible et hyper technique et hyper précis. Donc, je pense qu'on a atteint nos objectifs.